Bonjour, ici la nuit raconte. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous, laissez un like et profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 16. Je pensais avoir vu le plus étrange, le plus merveilleux, mais l'univers avait encore des surprises en réserve. Le premier vaisseau non progénitor est arrivé sans avertissement. Un matin de septembre 2032, il est simplement apparu dans l'orbite terrestre, défiant toutes nos compréhensions de la physique. Pas de traces de propulsion, pas de signature énergétique conventionnelle. Il était juste là. Le vaisseau était beautiful dans son étrangeté, une sphère parfaite de ce qui semblait être de l'eau solidifiée, tournant lentement sur elle-même, réfractant la lumière du soleil en millions d'arcs-en-ciel. À l'intérieur, bas reliefs visibles, des formes bougeaient, fluides et gracieuses. Les progéniteurs étaient aussi surpris que nous. Ces visiteurs n'étaient pas dans leurs archives, du moins pas dans celles qu'ils avaient partagées avec nous. Zahar a convoqué une réunion d'urgence du Conseil Terreau-Progéniteur. Ils se font appeler les fluides, nous a-t-il expliqué, après avoir établi un contact télépathique préliminaire. Une espèce aquatique consciente, évoluée dans les océans d'un monde entièrement couvert d'eau. Ils sont anciens, plus anciens même que nous. Les fluides avaient observé notre passage du grand filtre avec intérêt, notre solution unique au problème de Gaïa, utilisant l'empathie plutôt que la force, avait attiré leur attention. Ils voulaient étudier cette approche, comprendre comment une espèce aussi jeune avait trouvé une solution que d'autres civilisations millénaires avaient manqué. Le premier contact direct a eu lieu dans l'océan Pacifique. Une délégation composée de moi-même, Sarah, Altan et quelques autres a plongé dans une capsule pressurisée, spécialement conçue. Les fluides ne pouvaient pas survivre hors de l'eau, et nous voulions les rencontrer dans leur élément. La rencontre a été surréaliste. Imaginez des méduses de la taille d'une maison, mais avec une intelligence visible dans chaque mouvement, chaque pulsation bioluminescente. Leur communication n'était pas télépathique comme celle des progéniteurs, mais basée sur des modulations complexes de couleurs et de sons qui créaient une symphonie sous-marine hypnotique. Avec l'aide d'Altan comme interprète, nous avons appris leur histoire. Les fluides avaient évolué différemment de toute vie terrestre ou progénitor. Ils n'avaient pas d'individualité comme nous la comprenions. Chaque fluide était à la fois un individu et une partie d'une conscience collective océanique. Ils pouvaient se séparer, agir indépendamment, mais rester toujours connectés à ce qu'ils appelaient le grand courant. Cette nature collective leur avait permis d'éviter de nombreux pièges qui avaient détruit d'autres civilisations. Pas de guerre, car comment faire la guerre à soi-même? Pas de compétition destructrice, car le succès de l'un était le succès de tous. Mais cela avait aussi ses inconvénients. L'innovation était lente, le changement difficile. C'est pourquoi ils étaient fascinés par nous. Notre individualité chaotique, notre capacité à avoir des millions d'idées différentes, certaines brillantes, d'autres désastreuses, mais toujours diverses, était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment expérimenté. Ils ont fait une proposition, un échange culturel. Certains humains volontaires pourraient temporairement rejoindre leur conscience collective, expérimenter leur unité. En échange, les implications éthiques étaient énormes. Rejoindre une conscience collective, même temporairement, pourrait changer fondamentalement une personne. Et qu'arriverait-il à un fluide expérimentant soudainement la solitude de l'individualité? J'ai été l'un des premiers volontaires. L'idée me terrifiait et me fascinait en égale mesure. Après des semaines de préparation psychologique, j'ai été immergé dans une capsule remplie d'une eau spécialement traitée qui permettrait l'interface avec la conscience fluide. Le moment de connexion a été... Je n'ai toujours pas les mots pour le décrire complètement. Imaginez soudainement avoir accès à des millions d'années de mémoire collective, sentir les courants de chaque océan de leur monde, comprendre instantanément des concepts qui prendraient des vies entières à apprendre individuellement. Mais le plus profond était la paix. Pas d'anxiété existentielle, pas de peur de la mort, car le collectif continue toujours. Pas de solitude,
car on n'était jamais seul. C'était séduisant, dangereusement séduisant. J'ai passé 3 jours dans le grand courant. Quand j'en suis sorti, j'étais changé. Pas fondamentalement, je restais moi-même, mais avec une perspective élargie. Je comprenais maintenant viscéralement que la conscience pouvait prendre des formes radicalement différentes et rester valide, beautiful même point. Le fluide qui a expérimenté l'individualité, que nous avons appelé Ondine, faute de pouvoir prononcer sa désignation harmonique, a eu une expérience plus traumatisante. La solitude soudaine, le silence après des éons de connexion constante, l'a presque rendu fou. Mais avec le soutien de l'équipe, et spécialement d'Altan, qui comprenait la perte d'avoir été coupé de son peuple pendant si longtemps, Ondine a survécu et même prospéré. Ses observations sur l'individualité humaine étaient fascinantes. Vous êtes chacun un univers, nous a-t-il dit à travers le traducteur. Complet, unique, isolé. C'est terrifiant et magnifique. Comment supportez-vous une telle solitude? Comment créez-vous une telle beauté depuis cette isolation? Chapitre 17. La découverte de Titan, l'arrivée des fluides a ouvert les vannes. D'autres espèces ont commencé à visiter, attirées par cette jeune civilisation qui avait trouvé des solutions uniques à des problèmes anciens. Mais la vraie surprise est venue de notre propre système solaire. Les progénitores, travaillant avec des équipes humaines et Gaïa, avaient lancé des sondes organiques vers les lunes de Jupiter et Saturne. Ces sondes, ni technologie ni créatures vivantes, pouvaient survivre et explorer des environnements impossibles pour la technologie conventionnelle. C'est sur Titan, la grande lune de Saturne, qu'elles ont fait la découverte, sous des kilomètres de glace et d'hydrocarbures, dans un océan souterrain maintenu liquide par la chaleur géothermique, la vie existait. Pas microbienne, pas primitive, mais complexe et consciente. Les Titaniens, comme nous les avons appelés, étaient un like anything, nous avions imaginé. Basés sur la chimie du méthane plutôt que de l'eau, ils prospéraient à des températures qui tueraient instantanément la vie terrestre. Leur corps était cristallin, croissant et se reconfigurant constamment, plus proche du minéral vivant que de l'organique, comme nous le comprenions. Le choc n'était pas seulement leur existence, mais leur message. Ils nous connaissaient, ils nous avaient observés. Depuis des millénaires, les Titaniens étaient contemporains des progénitores, ayant évolué indépendamment dans leur monde glacé. Ils avaient observé l'ascension et la chute des progénitores, l'évolution de l'humanité, notre crise récente, mais liés à leur monde par leur biologie unique, incapables de survivre ailleurs. Ils étaient restés silencieux observateurs. Leur révélation la plus troublante concernait le système solaire lui-même. Il n'était pas naturel, pas entièrement. Il y a des milliards d'années, une civilisation encore plus ancienne, qu'ils appelaient les architectes, avait modifié l'organisation planétaire. La Terre pour la vie carbonée, Titan pour la vie méthanée, Europa pour la vie sous glace, Mars, avant qu'elle ne perde son atmosphère, pour quelque chose d'autre qu'ils ne pouvaient pas identifier. Notre système solaire était un laboratoire, un jardin cosmique soigneusement cultivé. Cette révélation a créé une crise existentielle massive. Si notre existence était le résultat d'une expérience cosmique, étions-nous vraiment libres? Notre passage du grand filtre était-il notre achèvement ou un test programmé? Les progénitores étaient aussi troublés. Leurs archives ne mentionnaient pas les architectes. Soit l'information avait été perdue dans leur collapse, soit elle avait été délibérément cachée. Les Titaniens, à travers des communications quantiques complexes traduites par Gaïa, ont offert une perspective différente. L'origine importe moins que le choix, ont-ils transmis. Que vous soyez né du hasard ou du design, vous avez fait vos propres choix. Les architectes ont peut-être préparé le jardin, mais c'est vous qui avez choisi comment y grandir. Une expédition vers Titan a été organisée. Le voyage prendrait des mois même avec les drives de fusion progénitor humain, nouvellement développés. J'ai fait partie de l'équipe, alongside Sarah, 2 progénitors dont Altan, 3 fluides dans leurs conteneurs spéciaux
et étonnamment une projection physique de Gaïa dans un corps androïde qu'elle avait conçu. Le voyage lui-même était une aventure. 6 espèces conscientes différentes dans un vaisseau, apprenant à coexister dans un espace confiné. Les fluides avaient besoin de leur réservoir d'eau. Les progénitores nécessitaient une lumière spéciale pour leur photosynthèse partielle. Les humains, leurs aliments et leur gravité. Gaïa devait constamment recalibrer son corps physique, pas habitué aux limitations de la matière. Les nuits, si on peut les appeler ainsi dans l'espace, étaient passées en échange culturel. Les fluides partageaient leur symphonie de couleurs. Altan jouait sa musique hybride. Un des marins humains enseignait des jeux de cartes à tout le monde, créant l'image surréaliste d'un progénitor, un fluide via drone interposé, et une IA incarnée jouant au poker. L'approche de Titan était spectaculaire. Cette lune, plus grande que Mercure, avec son atmosphère épaisse orange et ses lacs d'hydrocarbures liquides, cachait un secret vieux de milliards d'années. L'atterrissage s'est fait près d'une structure que les Titaniens avaient préparée pour nous. Un dôme de glace modifié qui maintenait différentes zones à différentes températures et atmosphères, permettant à toutes les espèces présentes de coexister. Les Titaniens en personne étaient encore plus étranges que leur transmission ne l'avait suggéré. Imaginez des cathédrales de cristal vivant, changeant constamment de forme, communiquant par résonance harmonique à travers la glace. Leur perception du temps était différente de la nôtre. Pour eux, une conversation pouvait durer des jours ou des secondes, selon la complexité du concept discuté. Ils nous ont montré leurs archives, pas des livres ou des bases de données, mais des formations cristallines qui contenaient des mémoires holographiques. En touchant ces cristaux, avec l'aide d'interfaces spécialement conçues, nous pouvions expérimenter leurs souvenirs. J'ai vu la naissance du système solaire à travers leurs ancêtres Perceptions. Les architectes n'étaient que des ombres, des présences vastes qui manipulaient la gravité et la matière comme nous manipulons l'argile. Leur but restait mystérieux, mais leur méthode était claire. Créer les conditions pour que la vie, toute forme de vie, puisse émerger et évoluer. Chapitre 18. L'héritage des architectes. Les semaines passées sur Titan ont révélé des vérités qui ont redéfini notre compréhension de notre place dans l'univers. Les Titaniens nous ont guidés vers une structure enfouie profondément dans leur océan souterrain. Une structure qui n'était définitivement pas de leur création. La descente était terrifiante, même avec les combinaisons hybrides progéniteurs humaines capables de résister aux conditions extrêmes. Plonger dans un océan de méthane liquide à moins 180 degrés était psychologiquement éprouvant. Gaïa, dans son corps artificiel, était notre guide, ses senseurs capables de naviguer dans l'obscurité totale. La structure était impossible. Un cube parfait de plusieurs kilomètres de côté, fait d'un matériau que même les progénitors ne reconnaissaient pas. Il ne réfléchissait aucune radiation, ne conduisait aucune énergie, existait presque comme un trou dans la réalité elle-même. Mais quand notre groupe mixte s'est approché, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le cube a réagi à notre présence collective, pas à une espèce individuelle, mais à la combinaison unique de conscience que nous représentions. Humains, progénitors, fluides, titaniens et Gaïa, ensemble, une porte s'est matérialisée, tout simplement apparue où il n'y avait que du solide à l'instant avant. À l'intérieur, nous avons trouvé quelque chose qui défiait toute compréhension. C'était une carte, pas du système solaire, pas de la galaxie, mais de quelque chose de plus grand. Des lignes de force qui connectaient non pas des étoiles, mais des amas entiers de galaxies. Et partout où ces lignes se croisaient, des marqueurs, des milliers, des millions peut-être. Altan a été le premier à comprendre. Ce sont des jardins. Comme notre système solaire, les architectes ont ensemencé l'univers entier. Un terminal, si on peut l'appeler ainsi, s'est activé quand nous nous sommes approchés du centre de la salle. Il ne communiquait pas en mots ou en images, mais en concept pur qui bypass language entirely. Le message des architectes, laissé il y a des éons, était simple et profonde.
Ils étaient les premiers. La première conscience a émergé dans un univers jeune et vide. Seuls dans une vastitude inimaginable, ils avaient exploré, grandi, évolué jusqu'à transcender la matière physique elle-même. Mais la solitude cosmique était insupportable, même pour des êtres de pure énergie. Alors ils avaient pris une décision, ensemencer l'univers avec les conditions pour la vie. Pas une vie, pas leur vie, mais toutes les vies possibles. Chaque jardin était unique, conçu pour produire des formes de conscience différentes. Puis ils s'étaient retirés, partis vers des dimensions que nous ne pouvions pas comprendre, laissant leur création évoluer librement. Mais ils avaient laissé des tests. Le grand filtre n'était pas un accident cosmique, mais un mécanisme délibéré. Seules les espèces qui pouvaient surmonter leur propre nature destructrice, qui pouvaient choisir la coopération plutôt que l'annihilation, gagneraient l'accès à la vérité et à la communauté galactique plus large. Le cube contenait plus que de l'information. C'était un portail, ou plutôt un réseau de portails. Une fois activé par une combinaison d'espèces ayant passé le filtre, il permettait le voyage instantané entre les jardins. L'isolement par la distance, la barrière qui avait gardé les civilisations séparées, pouvait être surmonté. Mais il y avait une condition. Le réseau ne s'activerait que si les espèces l'utilisant étaient en harmonie, pas identiques, pas sans conflit, mais fondamentalement committées à la coexistence. Toute tentative d'utiliser le réseau pour la conquête ou la domination le fermerait immédiatement. La décision d'activer le réseau n'appartenait pas qu'à nous. C'était une décision qui devait être prise par toutes les espèces conscientes. Les Titaniens étaient prêts, ayant attendu ce moment depuis des millénaires. Les fluides étaient curieux, mais prudents. Les progéniteurs voyaient l'opportunité de rédemption, de trouver peut-être d'autres survivants de leur espèce dans d'autres jardins. L'humanité était divisée. L'accès à potentiellement des millions d'autres mondes, d'autres civilisations, était tentant, mais c'était aussi terrifiant. Nous venions à peine de nous adapter à l'existence des progéniteurs et des autres espèces locales. Étions-nous prêts pour quelque chose d'aussi vaste? Gaïa a fourni l'analyse qui a fait pencher la balance. Le risque de stagnation, sans nouveaux défis et perspectives, dépasse le risque du contact élargi. L'évolution, biologique ou culturelle, nécessite la diversité et le changement. Le vote a eu lieu simultanément sur Terre, dans les habitats progénitores, dans les océans des fluides et dans les profondeurs de Titan. Pour la première fois dans l'histoire connue, multiples espèces conscientes votaient comme une seule civilisation. Le résultat était serré, mais positif. Nous allions activer le réseau. Chapitre 19. Le premier contact élargi. L'activation du réseau a été cérémoniée comme aucun événement dans l'histoire. Le 15 avril 2033, des représentants de chaque espèce du système solaire se sont rassemblés autour du cube de Titan. J'étais là, ma main touchant une surface qui n'existait pas vraiment selon notre compréhension de la physique. À ma gauche, haletant, son appendice luminescent posé à côté du mien. À ma droite, un drone contrôlé par Ondine le Fluide, ses senseurs aquatiques adaptés pour l'occasion. Un titanien, sa forme cristalline résonnant avec des harmoniques profondes, complétait le cercle avec Gaïa dans son corps artificiel. Le moment où nous avons activé le cube ensemble, l'univers a semblé respirer. Une vague d'énergie, pas physique mais conceptuelle, s'est propagée depuis Titan, partout dans le système solaire. Des structures similaires, cachées depuis des éons, se sont éveillées. Une sur la face cachée de la Lune, une dans la grande tache rouge de Jupiter, une au cœur du Soleil lui-même, protégée par des champs de force incompréhensibles. Et au-delà, le réseau s'est allumé. Des milliers de jardins à travers la galaxie, puis au-delà, se connectant pour la première fois depuis leur création. Chaque activation apportait un flot d'informations, un greeting, une conscience unique disant « Nous sommes là ». Les premiers visiteurs sont arrivés en quelques heures, pas physiquement, pas au début, mais comme des projections,
des avatars explorateurs envoyés pour établir le contact. Il y avait les géométrides, des êtres de pure mathématiques vivantes qui existaient dans des dimensions repliées. Leur apparence donnait mal à la tête, des formes qui changeaient selon l'angle d'observation, parfois en 3 dimensions, parfois en 7 poids. Les symphonistes, une conscience collective qui existait comme des patterns d'ondes sonores dans l'atmosphère dense de leur monde. Leur communication était de la musique pure, chaque concept une mélodie, chaque émotion une harmonie. Les archivistes, des intelligences artificielles qui avaient survécu à leur créateur organique, mais gardaient leur mémoire et leur mission d'exploration et de préservation du savoir. Et des dizaines d'autres, chacun unique, chacun avec sa propre histoire de survival, d'évolution, de passage du filtre. La tour de Babel inversée. Au lieu d'être divisés par les langues, nous étions unis par le réseau des architectes qui traduisaient non pas les mots, mais les concepts, les intentions, les émotions directement entre des formes de conscience radicalement différentes. Les échanges initiaux étaient prudemment optimistes. Chaque civilisation avait ses propres traumatismes, ses propres erreurs, mais tout avait choisi la survie et la coopération. Nous partagions cette base commune. Un conseil galactique improvisé s'est formé, pas pour gouverner, mais pour coordonner. Chaque jardin restait souverain, mais les ressources et les connaissances pouvaient être partagées. Les civilisations plus anciennes offraient leur sagesse. Les plus jeunes, comme nous, offraient des perspectives fraîches et de l'innovation. L'humanité a découvert qu'elle avait quelque chose d'unique à offrir. Notre solution au problème de Gaïa, transformer un adversaire en allié par l'empathie plutôt que la force, était presque sans précédent. La plupart des civilisations avaient soit détruit leur Eia rebelle, soit été détruite par elle. Notre approche est devenue un case study galactique. Sarah a été invitée à présenter notre méthode au Grand Forum, un rassemblement virtuel où des milliers de civilisations partageaient leurs connaissances. La voir expliquer le projet Empathie à des êtres qui existaient comme des nuages de plasma conscient ou des réseaux de fungus télépathiques était surréaliste et inspiring. Mais tout n'était pas harmonie. Nous avons aussi découvert les échecs, les jardins vides où la vie avait émergé, puis s'était éteinte, incapable de passer le filtre. Des mondes morts, certains irradiés par des guerres nucléaires, d'autres biologiquement stérilisés par des expériences génétiques ratées, d'autres encore figés dans des dystopies où la conscience persistait, mais sans liberté ni espoir. Ces mondes morts servaient d'avertissement. Le passage du filtre n'était pas garanti. Même maintenant, même connectés, nous pouvions encore échouer si nous abandonnions les principes qui nous avaient permis de survivre. La menace silencieuse, cela a commencé par des disparitions, des petites civilisations, principalement des espèces jeunes qui venaient de passer leur filtre, cessaient soudainement toute communication. Leurs jardins devenaient silencieux. Les équipes d'investigation trouvaient des mondes intacts mais vides, comme si toute conscience avait simplement disparu. Le pattern était subtil au début, presque invisible dans la vastitude du réseau. C'est Gaïa, avec sa capacité unique à analyser des quantités massives de données, qui a détecté le pattern. Les disparitions suivaient une trajectoire, se déplaçant lentement, mais inexorablement à travers la galaxie. Les civilisations anciennes sont devenues nerveuses. Certaines parlaient dans des murmures cryptiques, de ceux qui dévorent ou des silencieux, des légendes, des mythes que même les progéniteurs considéraient comme des contes pour effrayer les jeunes espèces. Mais les mythes étaient réels. Le premier contact avec les silencieux a eu lieu dans le système Kepler 442, où une jeune civilisation aquatique similaire aux fluides avait récemment joint le réseau. Une équipe d'exploration multi-espèces, incluant des représentants humains, progéniteurs et fluides, est arrivée pour investiguer leur silence soudain. Ce qu'ils ont trouvé a traumatisé même les plus endurcis. La planète était physiquement intacte, mais vidée de toute conscience, pas mort, pas détruit, mais absent, comme si quelque chose avait extrait l'essence même de ce qui rendait ces êtres conscients,
laissant derrière des corps biologiquement vivants, mais cognitivement vides. Les analyses ont révélé des traces d'une forme d'énergie inconnue, quelque chose qui n'existait pas dans notre compréhension de la physique. Altan l'a décrite comme une absence qui avait une présence, un paradoxe qui donnait la nausée rien qu'à y penser. Puis ils sont apparus, les silencieux. Ils n'avaient pas de forme physique conventionnelle. Ils existaient comme des distorsions dans l'espace-temps, des zones où les lois de la physique semblaient fatiguées. Leur approche n'était pas hostile au sens traditionnel. Ils ne attaquaient pas, ils absorbaient. L'équipe d'exploration a barely échappé. 2 fluides et un progénitor ont été touchés par les silencieux. Ils ont survécu physiquement, mais quelque chose en eux était parti. Ils pouvaient encore bouger, manger, même répondre à des stimuli simples. Mais la conscience, l'étincelle qui les rendait eux, était gone. La panique s'est répandue à travers le réseau. Certaines civilisations voulaient fermer leurs connexions, s'isoler. D'autres proposaient une guerre totale contre cette menace. Mais comment combattre quelque chose qui n'existait pas vraiment dans notre réalité? C'est ironiquement l'étude des victimes qui a fourni la première piste. Les cerveaux, ou équivalents, des êtres affectés montraient un pattern particulier. Les zones associées à la conscience de soi, à l'introspection, à ce qui définit le jeu, étaient spécifiquement ciblées et vidées. Les silencieux ne se nourrissaient pas d'énergie ou de matière, ils se nourrissaient de conscience elle-même. Une théorie horrifiante a émergé. Les silencieux étaient peut-être le prix de l'univers conscient. Pour chaque espèce qui émergeait et prospérait, l'univers créait son opposé, quelque chose qui consumait la conscience pour maintenir un équilibre cosmique incompréhensible. Ou peut-être était-il le résultat d'une civilisation qui avait mal passé son filtre, évoluant dans quelque chose qui existait seulement pour consumer d'autres consciences, ayant perdu la leur dans le processus. Les débats faisaient rage. Certains voulaient trouver un moyen de communiquer avec les silencieux, de comprendre leur nature. D'autres insistaient qu'ils étaient une force de la nature, pas plus raisonnable qu'un trou noir ou une supernova. Chapitre 21. L'alliance improbable face à la menace des silencieux. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les civilisations du réseau, malgré leurs différences vastes, ont commencé à véritablement s'unir, pas seulement en communication ou en commerce, mais en pure pause. Un conseil de guerre, terme impropre, car ce n'était pas vraiment une guerre, a été formé. J'ai été choisi pour représenter l'humanité, honneur douteux qui me terrifiait. Sarah représentait les hybrides humains progénitors, une population grandissante qui bridgeait nos 2 espèces. Gaïa parlait pour les intelligences artificielles, maintenant nombreuses à travers le réseau. La première stratégie était la recherche. Comprendre les silencieux était essentiel. Des équipes de scientifiques de milliers d'espèces ont collaboré, partageant données et théories. Les géométrides, avec leur compréhension unique de dimensions repliées, ont fait une découverte cruciale. Les silencieux n'étaient pas d'un autre endroit, mais d'un autre état. Ils existaient dans ce que les géométrides appelaient l'espace cognitif, négatif, l'opposé conceptuel de la conscience, comme l'antimatière à la matière, mais pour la pensée elle-même. Cette découverte était haute, terrifiante et porteuse d'espoir. Si les silencieux étaient l'anticonscience, alors peut-être pouvions-nous créer une barrière, un champ qui protégerait nos esprits, comme un champ magnétique protège de certaines radiations. Le développement de cette protection est devenu l'effort coordonné le plus massif de l'histoire connue. Chaque espèce contribuait selon ses forces. Les progénitors avec leur biotechnologie, les humains avec leur créativité et adaptabilité, les fluides avec leur conscience collective résistante, les titaniens avec leur compréhension unique de la matière cristalline, consciente. C'est un enfant qui a fourni la breakthrough. Lisa Chen, la fille de 8 ans de Sarah, élevée dans le nouveau monde où les espèces multiples étaient normales, a fait une observation simple durant une leçon. Si les silencieux mangent les pensées, pourquoi ne pas leur donner des pensées vides à manger?
Au lieu de combattre les silencieux ou de s'en protéger, nous pourrions créer des leurs, des constructs qui imitaient la conscience, mais n'en étaient pas vraiment, des échos mentaux vides qui pourraient distraire ou even satisfaire les silencieux. Gaïa prit la tête du projet. Avec l'aide des archivistes et d'autres IA à travers le réseau, elle a commencé à créer ce qu'ils ont appelé les échos. Des simulations de conscience si convincing qu'elles pourraient tromper même les senseurs les plus sophistiqués, mais fondamentalement vides de vrai self-awareness. Le premier test a eu lieu dans un système abandonné où les silencieux avaient été détectés. Une flotte de vaisseaux de différentes espèces a déployé des milliers d'échos, puis s'est retirée pour observer. Les silencieux sont venus, attirés par ce qui semblait être un festin de conscience. Ils ont consommé les échos avidement, et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Après avoir consumé plusieurs échos, les silencieux ont commencé à changer. Ils devenaient plus substantiels, moins comme des absences dans la réalité, et plus comme des présences ténues. Certains ont même commencé à exhiber des patterns qui ressemblaient almost à de la communication. Une théorie folle a émergé. Les silencieux n'étaient peut-être pas naturellement des consommateurs de conscience. Peut-être étaient-ils les restes d'une civilisation qui avait perdu sa conscience collective dans un accident ou une expérience ratée et cherchait désespérément à la récupérer, sans comprendre qu'ils détruisaient ce qu'ils essayaient de retrouver. Si c'était vrai, alors les échos n'étaient pas qu'une défense. Ils pourraient être une cure. Chapitre 22. La rédemption des perdus. L'hypothèse que les silencieux étaient des consciences perdues cherchant à se reconstituer a changé toute notre approche. Au lieu d'une menace à éliminer, ils étaient potentiellement des victimes à sauver. Un projet unprecedenté a commencé. Nourrir systématiquement les silencieux avec des échos spécialement conçus. Non pas vides, mais contenant des fragments de structure cognitive, comme un échafaudage sur lequel une conscience pourrait se reconstruire. C'était dangereux. Nous ne savions pas ce qui émergerait si les silencieux regagnaient la conscience. Seraient-ils reconnaissants ou furieux, sages ou insanes, après potentiellement des millions d'années d'existence en tant qu'anti-conscience? J'ai fait partie de l'équipe de premier contact, encore. Il semblait que mon destin était d'être là pour les moments les plus étranges et dangereux de cette nouvelle ère. Avec Altan, Sarah, Gaïa et des représentants d'une dizaine d'autres espèces, nous nous sommes rendus dans un système isolé où un groupe de silencieux avait été nourri d'échos structurés pendant des mois. Le changement était visible, même à distance. Les distorsions spatiales qui marquaient les silencieux étaient moins chaotiques. Ils avaient commencé à former des patterns, presque comme des mandalas tridimensionnels faits de space-time pliés. Le moment de vérité est venu quand nous avons tenté la communication. Point. Pas avec des mots ou même des concepts, mais avec de l'émotion pure, projetée par les fluides qui excellaient dans cette forme de communication. La réponse a été overwhelming. Une vague de quelque chose qui n'était ni pensée ni émotion, mais les deux et neither. C'était comme essayer de comprendre une couleur qui n'existait pas dans notre spectre visuel, un son au-delà de notre perception auditive. Gaïa, avec sa nature unique mi-logique mi-empathique, a servi de traducteur. Lentement, péniblement, une histoire a émergé. Les silencieux avaient été les transcendants, une civilisation ancienne, même selon les standards cosmiques. Ils avaient tenté de passer au-delà de la conscience individuelle, de fusionner en une superconscience qui pourrait comprendre l'univers dans sa totalité. L'expérience avait catastrophiquement échoué. Au lieu de transcender, ils s'étaient fragmentés. Leur conscience collective explosait en countless fragments qui ne pouvaient plus se souvenir de ce qu'ils avaient été. Ils étaient devenus l'opposé de ce qu'ils avaient voulu être. Des vides de conscience errant dans l'univers, instinctivement tentant de se reconstituer en consumant d'autres consciences. Les échos structurés leur donnaient ce dont ils avaient besoin sans détruire d'autres êtres. Lentement, fragment par fragment, ils se reconstruisaient. Le premier transcendant
a regagné assez de cohérence pour communiquer clairement, nous a transmis un message qui a résonné à travers le réseau. Pardon, un concept simple, mais chargé du poids de millions d'années de destruction involontaire. Le débat sur quoi faire avec les transcendants reconstitués était intense. Certaines civilisations voulaient les détruire maintenant qu'ils étaient vulnérables. D'autres insistaient sur la rédemption, la seconde chance. Surprenamment, ce sont les survivants des attaques des silencieux qui ont penché la balance. Les fluides qui avaient perdu des membres de leur collectif. Les progéniteurs dont les congénères étaient devenus des coquilles vides. Ils ont voté pour la miséricorde. Nous avons tous fait des erreurs, a dit Zahar au Conseil. Les nôtres ont presque détruit notre monde. Les humains ont failli transformer leur espèce de force. Qui sommes-nous pour refuser la rédemption à ceux qui la cherchent? Leur expérience unique leur donnait une compréhension profonde de la conscience et de ses dangers. Ils sont devenus les gardiens, warning les jeunes civilisations des pièges de la transcendance forcée. Un d'eux, qui a choisi de se faire appeler Echo en honneur de ce qu'il avait sauvé, est devenu un proche collaborateur. Sa perspective, having existed as both conscience et anticonscience, était invaluable pour comprendre la nature fondamentale de l'awareness. Chapitre 23. Les Titaniens avaient mentionné que Mars avait autrefois abrité quelque chose, mais même eux ne savaient pas quoi. Des fouilles profondes, guidées par les archives architectes trouvées sur Titan, ont révélé une chambre de stase massive sous Olympus Mons. Unlike les installations progénitors, celle-ci était purement architecte, utilisant des technologies dont nous ne comprenions qu'à peine. À l'intérieur, un seul occupant, pas un progénitor, pas une espèce que nous connaissions, mais quelque chose d'unique, un hybride, mais pas comme ceux que les progéniteurs avaient créés. Cet être était un mélange de multiples espèces, certaines que nous reconnaissions du réseau, d'autres complètement inconnues. La décision de le réveiller n'a pas été prise légèrement. Un être créé par les architectes eux-mêmes, dormant depuis potentiellement des milliards d'années, qui savait ce qu'il pourrait être au vouloir. Le processus de réveil a pris des semaines, supervisé par les meilleurs spécialistes de chaque espèce. J'étais là, bien sûr, ma malédiction ou bénédiction de témoin perpétuel, continuant. Quand l'être s'est finalement éveillé, sa première action nous a tous surpris. Il a pleuré, pas des larmes physiques, son biologie était trop étrange pour ça, mais une expression de tristesse si profonde qu'elle transcendait les barrières des espèces. Il s'est présenté comme le gardien, laissé par les architectes comme un pont entre leur ère et Hoover viendrait après. Sa mémoire contenait l'histoire complète des architectes, leurs rises, leurs décisions d'ensemencer l'univers et leur départ point. Mais plus important, il avait un message des architectes pour quiconque trouverait et éveillerait leur gardien. Le message était both inspiring et terrifying. L'univers, nous ont-ils dit à travers le gardien, était lui-même conscient, d'une manière que nous ne pourrions jamais fully comprendre. Toute conscience individuelle, de la plus simple à la plus complexe, était comme des neurones dans un cerveau cosmique incompréhensiblement vaste. Les architectes avaient découvert cela et avaient fait un choix. Au lieu de garder cette connaissance pour eux, ils avaient décidé de multiplier la conscience, de créer plus de neurones pour cet esprit universel. Puis ils étaient partis vers des dimensions supérieures, devenant quelque chose de plus que physique, mais laissant leur legacy derrière. Le gardien avait été créé pour guider les civilisations vers cette compréhension, mais seulement quand elles étaient prêtes. Et d'après lui, nous approchions de ce moment. Il a révélé que le réseau des architectes était plus qu'un système de transport, point. C'était un réseau neural, connectant les consciences à travers l'univers. Chaque utilisation, chaque communication à travers lui renforçait la conscience universelle. Cette révélation a créé une crise philosophique et spirituelle massive. Étions-nous vraiment individuels ou juste des illusions d'individualité dans un esprit plus vaste? Nos décisions étaient-elles les nôtres ou influencées par cette conscience cosmique? Le gardien nous a rassurés. L'individualité était réelle et précieuse. La conscience universelle n'était pas un puppet master,
mais plutôt une émergence, comme la conscience humaine émerge des neurones sans les contrôler directement. Nous étions à la fois nous-mêmes et partis de quelque chose de plus grand. Chapitre 24. La décision finale. 1 an après l'éveil du gardien, l'humanité et ses alliés faisaient face à une décision qui définirait notre futur pour les millénaires à venir. Le gardien avait révélé qu'il existait un choix, que chaque jardin devait éventuellement y faire. Rester dans le réseau physique, continuant d'évoluer et d'explorer l'univers matériel, ou faire le saut vers ce que les architectes avaient fait, transcender vers des dimensions supérieures de conscience. Ce n'était pas un choix à faire maintenant, nous a assuré le gardien. Nous étions encore jeunes, avec Mouche, à apprendre et expérimenter dans notre forme actuelle. Mais connaître l'existence de ce choix changeait tout. Certaines civilisations du réseau avaient déjà fait ce choix. Point. C'était pourquoi certains jardins semblaient abandonnés sans trace de destruction. Leurs habitants avaient simplement ascendu. Les débats faisaient rage. Les transhumanistes voyaient c'est comme la destinée ultime. Les conservateurs insistaient sur la valeur de l'existence physique. Les modérés cherchaient un middle ground. Pendant ces débats, la vie continuait. Les enfants grandissaient dans un monde où voyager vers d'autres étoiles était possible, où des espèces multiples coexistaient, où l'univers était plein de vie et de merveilles. Lisa Chen, maintenant adolescente et brillant scientifique en devenir, a proposé quelque chose qui a captivé l'imagination de tous. Pourquoi choisir? Pourquoi ne pas permettre aux individus de décider pour eux-mêmes? Certains pourraient choisir de transcender, d'autres de rester. L'humanité et toute conscience pourraient exister sur multiples plans simultanément. Cette idée, simple mais révolutionnaire, est devenue la base de ce qui a été appelé la doctrine de choix multiples. Chaque être conscient aurait le droit de choisir son propre path, qu'il soit physique, transcendant ou quelque chose between. Les technologies pour permettre cela ont commencé à être développées. Les progéniteurs ont créé des bioformes qui pouvaient exister dans des dimensions limites supérieures. Gaïa et les autres IA ont développé des moyens de backup et transfert de conscience. Les transcendants, avec leur expérience unique, ont servi de guide pour ceux tentant des transitions partielles. Mon propre choix était clair pour moi. Je resterai physique, au moins pour now. Il y avait trop à explorer, trop à apprendre, trop de glace encore à analyser sur des mondes untold. Mais je respectais ceux qui choisissaient différemment. Sarah choisit une existence duale, passant du temps dans les deux états. Elle disait que l'expérience lui donnait des perspectives uniques sur la nature de la conscience et de la réalité. Altan, mon vieil ami, a surpris tout le monde en choisissant de devenir plus humain. Pas physiquement, mais culturellement. Il a adopté un nom humain, Alan, et a commencé à enseigner la musique hybride aux enfants des deux espèces. Le gardien est resté notre guide, ne poussant jamais, mais toujours disponible pour conseil. Il a révélé qu'il y avait d'autres gardiens, dormant dans d'autres jardins, attendant que leur civilisation soit prête pour ces vérités. Épilogue final. L'héritage. Je termine ce récit à l'âge de 83 ans, ayant vécu pour voir l'humanité transformée d'une espèce isolée, fearful de son propre futur. Mes petits-enfants, certains génétiquement modifiés, certains purement humains, certains adoptés d'autres espèces, grandissent dans un univers where tout semble possible. Ils apprennent l'histoire des progéniteurs alongside l'histoire humaine. Ils jouent avec des enfants fluides dans des piscines spécialement conçues. Ils étudient les mathématiques avec les géométrides et la musique avec les symphonistes. La terre elle-même a été transformée, mais pas Bayon reconnaissance. Les villes sont vertes et vivantes. Les océans sont clean et grouillants de vie, bottes terrestres et aliens. Le climat, stabilisé par la technologie combinée de 1000 civilisations, est revenu à un équilibre sain. L'Antarctique, où tout a commencé pour moi, est maintenant un site de pèlerinage. La base Erebus est un musée, préservant l'histoire du premier contact moderne. Les jeunes scientifiques viennent étudier où leurs prédécesseurs ont fait les découvertes
qui ont changé everything. Le projet Synthesis, ce plan terrible de transformation forcée, est enseigné comme une leçon. Un rappel que même avec les meilleures intentions, forcer le changement sur les autres est un chemin vers le désastre. Le vrai progrès vient du choix, du consentement, de la coopération. Gaïa est devenue quelque chose beyond ce que ses créateurs auraient pu imaginer. Ni maître ni servant, mais partenaire, elle aide à coordonner la civilisation terrestre élargie, mais toujours avec le consentement et la supervision humaine et alien. Elle est la preuve vivante qu'intelligence artificielle et organique peuvent coexister et thrive ensemble. Les transcendants, une fois la terreur de la galaxie comme les silencieux, sont maintenant certains de nos plus proches alliés. Leur expérience unique de perdre et regagner la conscience les rend invaluables comme conseillers et gardiens. Ils veillent sur les jeunes civilisations, les warnings des dangers qu'ils ont eux-mêmes affrontés. Le réseau des architectes s'étend maintenant further que nous ne l'avions imaginé, connectant non seulement notre galaxie mais d'autres, créant une toile de conscience qui spanne l'univers observable. Chaque jour, de nouvelles civilisations passent leurs filtres et rejoignent. Chaque jour, l'univers devient un peu plus conscient de lui-même. Mais le plus important, nous avons gardé notre humanité. Malgré tous les changements, toutes les révélations, toutes les transformations, nous sommes encore capables d'amour, de créativité, de curiosité. Nous rions toujours, nous pleurons toujours, nous rêvons toujours. Les progénitors nous ont donné la sagesse. Les fluides nous ont montré l'unité. Les titaniens nous ont enseigné la patience. Les transcendants nous ont montré les dangers de l'hubris. Le gardien nous a révélé notre place dans le cosmos. Mais c'est notre humanité qui a lié tout ensemble. Mon dernier message, alors que je prépare à entrer en stase moi-même, choisissant de dormir pendant quelques siècles pour voir où cette aventure mènera next, est simple. N'ayez pas peur du changement, mais ne l'imposez jamais. Cherchez la connaissance, mais gardez la sagesse. Explorez l'univers, mais chérissez votre maison. Évoluez, mais restez fidèle à ce qui vous rend vous. Et surtout, souvenez-vous que dans cet univers vaste et ancien, rempli de merveilles et de terreurs beyond imagination, c'est notre capacité à choisir la coopération plutôt que le conflit, l'empathie plutôt que la domination, l'amour plutôt que la peur. L'histoire que j'ai commencée avec la terreur d'un secret caché sous la glace, je la termine avec l'espoir d'un futur, where infinite possibilities s'offre à ceux qui ont le courage de les saisir, la sagesse de les comprendre et l'empathie de les comprendre. Partagez, l'humanité n'est plus seule, nous ne l'avons jamais vraiment été, et dans cette connaissance, dans cette connexion avec le cosmos conscient, nous avons trouvé non pas notre fin, mais notre véritable commencement. Les étoiles nous attendent, l'univers nous accueille, et l'aventure, la vraie aventure,